Bonjour à toutes et à tous, Antoine Ferraillant de MoneyOne.fr. Toutes les équipes se joignent à moi pour vous remercier de votre temps ce midi et pour participer à ce premier webinaire chez MoneyOne.fr. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Marc Bertrand, président de la Française REM. Bonjour Marc. Bonjour Antoine. Merci pour ton temps également. On a 30 minutes ce midi ensemble, 30 minutes pour décrypter le marché de la SCPI, regarder et rentrer un petit peu dans le détail des stratégies de la Française REM à travers 3 des SCPI qu'on a choisi de mettre en avant aujourd'hui. Et je profiterai en fin d'intervention de ce webinaire pour vous parler des actualités de MoneyOne. Nous avons prévu un moment pour les questions. Vous pouvez poser vos questions en live. Donc, n'hésitez pas à les poser et Marc y répondra en fin d'intervention. Marc, on rentre dans le vif du sujet. Dans ces périodes d'incertitude, on parle souvent de valeurs refuge. Les investisseurs se tournent majoritairement vers des investissements dont le socle est considéré comme solide. Qu'en est-il du marché de l'immobilier et plus particulièrement du marché de la SCPI? Alors, d'abord, juste pour clarifier les idées, dans les SCPI dont on parle aujourd'hui, on parle de l'immobilier d'entreprise, hein. Donc on ne parle pas de l'immobilier d'habitation, donc je fais une distinction très claire pour que ce soit clair dans tous les esprits. Là, on va parler bureau, on va parler commerce essentiellement, donc bureau-commerce, mais je ne suis pas sur le terrain du résidentiel qui est un marché différent. Alors, c'est souvent effectivement l'immobilier valeur refuge. Alors d'ailleurs, c'est une dénomination commune à résidentiel et entreprise, mais oui, la notion de valeur refuge. C'est une perception qui est tout à fait, enfin je dirais, légitime, normale qu'on l'ait, mais il faut être un tout petit peu plus fin que ça. La réalité, c'est que l'immobilier d'entreprise, il n'est pas en première ligne de la difficulté économique, ni d'un boom économique. On est toujours en seconde ligne. On est un peu comme on a souvent tendance à dire que l'immobilier, il se comporte entre les actions et les obligations. Mais c'est aussi un petit peu le cas, c'est-à-dire que les marchés financiers classiques vont être assez volatiles, enfin vont avoir une certaine volatilité. L'immobilier va amortir le choc. Mais je voudrais juste dire de manière claire que l'immobilier n'est pas déconnecté de son environnement économique. Pour la simple et bonne raison que l'immobilier de bureau, l'immobilier de commerce est l'outil de travail des entreprises. Voilà, donc ils sont nos locataires, donc on n'est pas en première ligne de leurs propres difficultés, mais nous sommes connectés au travers de nos locataires à l'économie réelle et à l'économie bien réelle. Voilà. Maintenant, une fois que ce petit rappel-là, oui, le marché immobilier d'entreprise était, on a noté, un produit sain dans un marché sain. C'est-à-dire qu'on part d'une situation d'entrée de crise de Covid qui est une situation qui est très bonne pour le marché immobilier. C'est-à-dire que les locaux les taux de vacances dans les bureaux sont à un niveau historiquement bas, donc un bon indicateur que tout le monde peut avoir, c'est quand vous vous promenez à Paris, il y a très, très peu d'annonces allouées. Le taux de vacances à Paris est inférieur à 2 en fin 2019 et tout début 2020. Donc d'un point de vue locatif, le marché est sain, et d'un point de vue d'investissement, la rémunération, la prime de risque, qu'on appelle immobilier, la rémunération de l'immobilier était plutôt à un niveau très élevé par rapport au taux sans risque, ou pour le dire de façon un peu plus directe, par rapport soit au contrat en euros de l'assurance, soit au livret d'épargne. Voilà. Encore une fois, pas déconnecté de l'économie, donc il y a un sujet de préoccupation, alors qui était déjà à l'œuvre pour le commerce et qui est plus nouveau pour l'hôtellerie. Il y a des secteurs quand même qui vont être plus touchés qui vont être nettement plus touchés dans le contexte, et notamment l'hôtellerie, le tourisme va connaître à très court terme, et sans doute même d'ailleurs sur 1 ou 2 ans, des difficultés fortes. Donc c'est quelque chose qu'on en surveille du coin de l'œil. Ceci étant, on va le relativiser, hein, les commerces, c'est moins de 15% de nos portefeuilles en moyenne. L'hôtellerie, c'est à peine 1 ou 2%.
Et à l'intérieur des commerces, on a à peu près la moitié de grandes surfaces alimentaires qui n'ont pas été spécialement à la peine pendant la période. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également sur l'immobilier en prenant vraiment très rapidement un petit tour d'horizon? La France reste un marché très solide un marché domestique avec des très beaux fondamentaux. Le marché, nous sommes aussi assez investis sur le marché allemand. Là, on se félicite d'avoir eu cette stratégie très germanique dans l'internationalisation de nos investissements parce que l'Allemagne est particulièrement prisée, particulièrement solide, avec des capacités de réaction à la crise économique qui est remarquable. Voilà. Bon, à court terme, on va avoir voilà, des performances encore robustes. Je ne sais plus si on y revient, Antoine, ensuite, mais on va avoir un à-coup sur la distribution du deuxième trimestre, hein, donc on n'aura pas un acompte complet, mais très rapidement, on va revenir à la normale de nos prévisions au troisième et quatrième trimestre. Ok, merci Marc. Donc on l'a compris, la SCPI n'est pas une martingale, elle reste connectée à l'économie réelle. Cependant, elle offre, comme tu le disais, une certaine résilience face au choc de marché et à la volatilité que les investisseurs peuvent connaître sur les marchés actions ou obligataires. Et dans son cadre de risque, elle offre un rendement qui est aujourd'hui compétitif. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, elle est sur toutes les lèvres, elle est relayée par la presse spécialisée. Une des conséquences directes de cette crise du Covid-19, c'est entre guillemets, la généralisation du télétravail et justement la place justement du bureau dans vos stratégies long terme, dans la gestion de l'immobilier collectif. Est-ce que tu y vois un impact durable et immédiat sur vos SCPI? Bon, comme quasiment dans toutes les crises agissent comme des révélateurs de tendances, beaucoup plus comme comme des créateurs. Voilà. C'est-à-dire que ces discussions qu'on a aujourd'hui sur la place publique, sur le bureau, je dirais, elles sont dans tous les gens qui regardent, qui auscultent ce marché du bureau de manière régulière depuis longtemps. C'est un changement qui est clairement à l'œuvre. Je pense que pas besoin d'être un grand spécialiste de ce marché. Beaucoup de gens, je pense, qui nous écoutent, ont travaillé ou travailleront dans des bureaux. Et quand on visite des bureaux, aujourd'hui qui viennent d'être réaménagés et quand on fait qu'on compare au même exercice il y a ne serait-ce que 5 ans, c'est très différent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup le produit bureau, la conception des bureaux est en train de changer et ça, c'était largement à l'œuvre avant le confinement. Le confinement, il fait prendre conscience, d'ailleurs à des gens qui étaient réticents, que le télétravail est quelque chose qui fonctionne parce que technologiquement, c'est quelque chose qui est très au point aujourd'hui. Mais la technique n'est absolument pas tout là-dedans. C'est-à-dire que là, je vais parler tout autant en professionnel de l'immobilier, mais aussi et beaucoup en tant que manager d'équipe. On a tous pu expérimenter et en même temps, c'est très à la mode, en même temps, de la flexibilité, enfin la flexibilité qu'apporte le télétravail, mais en même temps la frustration que l'on a de ne pas pouvoir se voir. Ça, c'est quelque chose qui était déjà identifié, c'est-à-dire que pour un certain nombre de tâches, quand il s'agit d'exécuter des tâches, de travailler, je dirais un petit peu à l'ancienne, le faire en dehors de son bureau ou au bureau, il n'y a pas une énorme différence à partir du moment où les outils informatiques sont performants. Maintenant, quand il s'agit de faire un travail collaboratif, un travail en commun, qu'il s'agit de baser, quelque part que ce soit le frottement des cerveaux entre eux qui crée de la valeur par de la créativité, si vous avez comme moi essayé d'animer des réunions de ce qu'on appelle de brainstorming, donc d'innovation et de collaboration en ligne, et ben c'est très compliqué. Voilà. Et ça, on l'expérimente. Deuxième chose qu'on observe en tant que manager et qui commence à ressortir dans les études, il y a 2 choses importantes. 1, fonctionnent bien à distance les équipes qui se connaissent bien en réel. Et la deuxième chose, c'est plus on travaille longtemps à distance sans se voir,
plus la productivité, plus l'esprit d'équipe, quelque part, parce que ça a une vraie valeur, se délite. Voilà. Donc il faut vraiment raison garder. Je trouve que les choses les plus intéressantes qui se disent en ce moment, parce qu'il faut faire le tri dans tout ce qui se dit, les choses les plus intéressantes sont dites, c'est d'étudier comment est-ce que le télétravail va coexister avec le travail physique. Qu'est-ce qu'on va faire à distance? Qu'est-ce qu'on va faire sur place? Qu'est-ce que ça a comme impact sur l'aménagement des bureaux? Et ne pas avoir une vision trop bas du front en disant ben, on va tout couper, on va rendre 50% des surfaces et on verra bien ce qui se passe après. Je pense que c'est une démarche qui peut être tentante dans un moment de stress économique, mais je crois que si on n'a pas le bon outil de travail, d'implantation, on peut pénaliser très fortement et la productivité et la créativité de ces équipes dans l'entreprise. Et si vous mettez les économies juste de bureau, vous mettez en face de ça, en fait, on n'est pas à l'échelle. Donc nous, on va avoir ce travail avec nos locataires, on va être plutôt proactif avec eux pour leur dire, derrière votre besoin d'économie, il y a aussi un besoin de flexibilité et d'adaptation. Soyons proactifs. De quoi avez-vous besoin comme nouveau service? De quoi avez-vous besoin comme flexibilité pour vos postes de travail? Et on va réfléchir votre implantation de manière différente. On ne pourra plus être juste un vendeur de mètres carrés vides. Il faut qu'on soit aménageur d'immeubles de services qui soit un vrai outil de travail pour les entreprises. Ça, c'est notre évolution à nous d'asset manager et d'investisseurs pour le compte des épargnants. Ok, donc on l'a bien compris, nouveaux usages, nouvelles demandes. Les asset managers, comme la Française, doivent s'adapter à cette nouvelle demande. On n'a pas trop de crainte, nous, chez MoneyOne, quant à la capacité de l'asset manager pour s'adapter à cette nouvelle demande. Parfait exemple, l'épargne foncière créée en 68 avec plus de 50 ans de gestion. J'imagine bien que vous avez dû faire face à différents changements d'usage et vous avez réussi à le faire durablement dans le temps. Donc voilà, chez MoneyOne, pas d'inquiétude sur ce point-là. On va rentrer dans le vif du sujet sur votre gamme, la Française REM. Donc, on a bien compris que la SCPI reste un produit, l'un des produits dans son cadre de risque les plus rémunérateurs pour le client et dans une logique patrimoniale justement de moyen-long terme. Et justement, pour que ce produit garde cette attractivité sur le long terme, quelles sont les différentes stratégies que vous adoptez au sein de la Française? Alors, on l'a résumé en quelques images simples, mais derrière, c'est aussi des idées qui sont pas très compliquées, mais qui sont fondamentales. On dit sélection d'actifs de qualité. Alors c'est vrai que si on avait écrit l'inverse, je pense que ça aurait étonné beaucoup de monde, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire là-dessus? C'est-à-dire que, on dit toujours l'emplacement. Fondamentalement, c'est vrai. Il n'y a pas que ça, mais ça commence par là. Donc on le met en premier. Derrière cette règle d'airain, on va dire permanente, il y a une observation claire que l'économie moderne, l'économie l'économie de la connaissance, l'économie qui est en croissance aujourd'hui dans nos pays, se nourrit en termes immobiliers de centralité. C'est-à-dire que même au-delà d'ailleurs des notions de télétravail, l'internet n'est pas un facteur de diffusion égale de l'activité dans le territoire. C'est plutôt à l'image elle-même du réseau informatique de l'internet, c'est un facteur de concentration autour de nœuds de communication. L'économie moderne, visiblement, se nourrit de grands nœuds urbains interconnectés de façon serrée. Ça, c'est quelque chose qu'il faut plutôt avoir à l'esprit. Donc, en fait, dans la sélection des emplacements et des actifs, on a en fait cette espèce de grand schéma et de tendance qu'on appelle de métropolisation qui accompagne en fait la mutation de l'économie qui est en cours. Deuxième grande tendance qu'on identifie, c'est très connecté à la stratégie de service dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le besoin de flexibilité des entreprises et le besoin de services, c'est-à-dire que l'immeuble soit un tout homogène de services dans lequel soit un libre service de services dans lequel les entreprises locataires puissent choisir un petit peu à la carte
les services dont ils ont besoin. Le modèle économique de cette mise en place de services s'accompagne d'une augmentation de la taille des immeubles. Tout le monde peut comprendre que quand vous avez un immeuble de 3000 m², il est très difficile de mettre un service de conciergerie, un service de sport, voire je sais pas, un service de restauration qui se nourrissent en fait de la demande interne de l'immeuble. Quand vous êtes au-delà de 10 000 m² et plus, on commence à avoir des modèles économiques et à pouvoir à ce que les gens qui fournissent ces services gagnent leur vie tout en étant abordables du point de vue des utilisateurs. Donc, faut pas avoir en tête que le small is beautiful en matière d'immeubles de bureaux. Ça, c'est quelque chose qui est une vision qui, de notre point de vue, n'est pas une vision d'avenir. Troisième point, et qui est important, la diversification, c'est-à-dire que si les épargnants viennent nous voir, c'est pour acheter de l'immobilier avec un I majuscule, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas juste chercher quelques immeubles. Or, en immobilier, tant qu'on n'a pas acheté un certain nombre d'immeubles, alors on va dire, ça commence, on va dire, autour d'une vingtaine, mais pour les SCPI les plus diversifiés, on est à plusieurs centaines. La diversification du portefeuille est une vraie valeur. C'est valable en termes géographiques, c'est valable en termes d'activité, de répartition des risques locatifs, donc locataires, c'est valable en termes de secteur, bureau, commerce, etc. C'est une vraie valeur en tant que telle. Et plus récemment, d'ailleurs, la diversification à l'extérieur de France, puisqu'on a diversifié nos produits à l'extérieur de France. Dernier point, et on l'a noté, le niveau des réserves, c'est-à-dire que la plupart des épargnants viennent acheter des SCPI pour avoir des revenus réguliers. La capacité intrinsèque de chacune des SCPI à réguler ses revenus par des niveaux de réserve qui permettent d'amortir les variations est une vraie valeur pour ceux qui recherchent la régularité des revenus. Voilà. Donc là-dessus, on veille à ce que ce niveau de réserve soit correct et réalimenté par divers moyens. Ok, merci Marc, c'est très clair, on l'a compris. Donc, qualité de l'actif, tant sur sa géolocalisation que sur la qualité de son locataire, une mutualisation des risques à travers une diversification à tout niveau, géographique, secteur d'activité, sur les baux, etc. Et avec un niveau de réserve suffisamment important. Donc, à travers ces différents critères-là, tu as choisi de mettre en avant trois de vos SCPI. Pourquoi ces SCPI plutôt que les autres? Trois belles SCPI avec avec des stratégies différentes et avec des qualités différentes. Épargne foncière, c'est vraiment effectivement le véhicule amiral de la gamme de la Française. C'est une SCPI, il a été dit tout à l'heure qu'elle est là depuis 50 ans. C'est une des premières SCPI du marché. C'est une grosse SCPI, quasiment 300 immeubles en portefeuille. 70% du patrimoine en Île-de-France, dont une trentaine de pourcents à Paris. Voilà, donc c'est une SCPI très solide, qui a un beau niveau de réserve. Pour un épargnant qui cherche une régularité de revenus sur un patrimoine très solide, donc qui cherche, on va dire, une maximisation de ses revenus sous contrainte de conservation, voire de progression de la valeur de son épargne, c'est un produit qui colle très bien à une recherche simple, à un questionnement simple. Voilà, donc ça, c'est vraiment un très bon échantillonnage du marché français et singulièrement de l'Île-de-France et de Paris. Donc vraiment un produit simple mais très efficace. Le deuxième produit qui est, je ne sais plus si c'est Grand Paris, la SCPI Grand Paris Patrimoine. Là, on est dans une vision un peu plus immobilière, dans le sens où si on reprend un tout petit peu de recul, c'est très important de se dire, finalement, dans un monde où il y a peu ou pas d'inflation, même si on peut se poser tout à fait honnêtement la question de son retour éventuel, et dans lequel la baisse des taux est quasiment achevée, la création de valeur en immobilier va passer par un asset management beaucoup plus actif ou par une sélection d'emplacements où on doit se situer en anticipation de là où va se créer la valeur dans le futur. Et dans cette perspective-là,
le projet du Grand Paris, c'est pas juste l'image romantique de Paris, pas du tout. C'est de constater que Paris, le Grand Paris, est en fait un projet d'investissement gigantesque qui consiste à renouveler très profondément comment dire, l'infrastructure de transport de la ville, et que cette redistribution des cartes en matière de transport et une modification des temps de trajet à l'intérieur d'une métropole de taille mondiale va redistribuer les cartes et déplacer en fait la valeur. Dans ce cadre-là, et ce sont des projets qui sont lisibles puisque ce sont des projets de très long terme, dans ce cadre-là, on peut déployer une politique d'investissement en étant dans une certaine anticipation de là où va se concrétionner la valeur dans les années futures. Et ça nous semble donc une très très belle thématique d'investissement. J'ajouterais que Paris avec Londres, les deux plus grandes cités européennes, promisent un bel avenir dans le cadre de la métropolisation dont je parlais tout à l'heure. Donc une stratégie différente qui se projette un peu dans l'avenir, avec un mix en fait de recherche et de revenus réguliers et d'une valorisation future basée sur la modification du tissu urbain du Grand Paris. Donc voilà pour Grand Paris Patrimoine. Le troisième, j'ai abordé, donc, qui est Europimo, qui est la stratégie européenne avec une forte dominante donc c'est une SCPI relativement récente, mais qui a connu beaucoup de succès on dépasse déjà les 700 millions d'euros de capitalisation avec 36 immeubles en portefeuille et quasiment 2/3 en Allemagne. Là, c'est constaté que le marché de l'immobilier de tertiaire, ce qu'on appelle tertiaire, c'est le bureau et le commerce, c'est largement internationalisé, et que l'Europe aujourd'hui est un très beau terrain de jeu, qu'il y a des zones de croissance et qu'il y a de la valeur dans ces cités européennes. Nous avons pour notre part réalisé nos propres investissements, puisqu'on a aujourd'hui, pour investir en Allemagne, une quinzaine de personnes. Ce n'est pas des Français en Allemagne, mais c'est bien des Allemands qui parlent allemand et qui savent s'entendre entre Allemands pour trouver les bons immeubles. Et surtout se poser en Allemagne sur l'économie qui, de manière évidente, a correctement géré la crise. Ça, c'est une évidence, mais qui a surtout, de par une sagesse, une frugalité budgétaire dans les années précédentes, a des capacités de rebond et de réinvestissement dans sa croissance qui sont inégalées en zone euro. Voilà, donc c'est the place to be, ou je ne sais pas tout à fait le dire en traduction allemande parce que j'ai perdu mon entraînement sur le sujet, mais c'est aujourd'hui un produit qui est très bien positionné dans une période de post-Covid. Et puis, pour terminer, la fiscalité des Français qui vont investir en immobilier en Allemagne est plutôt une fiscalité favorable, même très favorable. Et donc, c'est un produit, notamment pour des gens qui cherchent à avoir des revenus immobiliers beaucoup plus modérément taxés, qui est tout à fait efficiente. Bien, merci Marc pour cette lecture à la fois du marché, de vos stratégies et des SCPI que vous souhaitez mettre en avant. On en a terminé pour cette première partie d'intervention. Place aux questions. On va essayer d'y répondre rapidement. On va se laisser 3-4 minutes pour y répondre puisqu'il nous reste peu de temps pour terminer. La première, Marc, qui est posée au vu justement de cette crise et de l'impact sur l'économie réelle. Est-ce que tu identifies un décalage sur l'encaissement des loyers ? Oui. Alors, il est modéré, mais on l'observe. Ça, il eût été étonnant qu'on n'observe pas. On a, alors qu'à cette période, normalement, donc le cycle d'encaissement des loyers est trimestriel, et normalement au mois de juin, on devrait avoir encaissé plus de 95% des loyers du trimestre. Enfin, à peu près 95%. Aujourd'hui, on est plutôt à 80% en moyenne sur les SCPI. Donc, vous voyez, on a à peu près 15 points d'écart sur l'encaissement du loyer, avec des demandes de report, des demandes d'annulation, mais sur lesquelles on résiste très 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 fortement, mais surtout on a accordé du temps pour payer un certain nombre de loyers.
Donc ça va avoir un impact sur la distribution du deuxième trimestre. On pense que l'acompte sera enfin comment dire, sera diminué juste sur ce trimestre-là entre 20 et 30% de son montant qui était prévu nominalement. Nous reviendrons à la normale au 3e et 4e trimestre. Donc vous voyez, si je prends, allez, je retiens le chiffre de 30% en moyenne d'amputation de l'acompte du deuxième trimestre, je divise par 4 l'impact pour avoir, donc je suis à peu près à 7,5% de l'acompte de la distribution annuelle qui serait de l'ordre de grandeur de l'impact sur l'année. D'accord, merci. On a une autre question. Avez-vous des locataires qui cherchent à renégocier les baux en cours pour avoir plus de flexibilité dans leur gestion à l'avenir? Et si oui, est-ce que cela pourrait être une opportunité pour la Française AM de revaloriser à la hausse les loyers? Alors, sur le fait que des entreprises commencent à discuter, alors sur le terrain de la flexibilité et puis sur le terrain des économies, je crois qu'il faut être clair, hein, la période économique est quand même pas tout sauf simple. Donc on a ces discussions-là, on les a eues très ponctuellement sur le report du deuxième trimestre et nous sommes très lucides sur le fait qu'elles vont se prolonger. Est-ce que c'est l'occasion d'augmenter les loyers? Je suis plus circonspect là-dessus parce que je pense que la croissance va passer par une phase, enfin on va passer par une phase je ne sais pas si on peut dire de décroissance, mais en tout cas de croissance beaucoup plus faible après un choc économique. Donc les loyers ne vont pas être poussés à la hausse. Nous, notre marche, c'est de dire on vous accompagne en flexibilité. Vous avez peut-être besoin de moins de mètres carrés, mais vous avez plus besoin de services. On va vous produire ces services avec une plus forte valeur ajoutée. Et c'est comme ça que nous défendrons et que nous stabiliserons nos revenus. Voilà, c'est en accompagnant le mouvement plus qu'en le repoussant, je dirais, de manière naïve, voire contre-productive. Nous sommes fondamentalement des fournisseurs de services et l'immeuble est un bien d'équipement, un bien intermédiaire pour les entreprises qui les occupent. Il faut se situer dans cette perspective-là. Les investisseurs, les épargnants sont nos clients et ces clients ne nous confient l'épargne que dans la mesure où nous traitons correctement et efficacement un deuxième client qui s'appelle le locataire. Très bien, merci. Une dernière question. Est-ce que par effet justement de boule de neige avec ce décalage au niveau des loyers, est-ce que cela peut avoir un impact négatif sur la valorisation? Autrement dit, est-ce qu'il y a un risque de baisse des prix de part? Oui, la question, elle est parfaitement légitime. Alors, c'est la baisse de loyer ponctuelle dont on est en train de parler sur le deuxième trimestre, c'est pas le sujet. C'est-à-dire que c'est pas ça qui a un impact sur les valeurs de l'année. La réalité du marché, elle est plus composite, plus compliquée que ça. Donc il y a aujourd'hui des forces contradictoires dont il est un peu compliqué de juger de la résultante. J'en ai parlé assez longuement. Il y a une force qui est plutôt orientée à la baisse, c'est-à-dire que la demande locative va connaître une baisse dans les prochains trimestres à cause de la récession économique et peut-être à une modification qualitative de la demande qui pourra amener à avoir moins de surface. Encore là-dessus, le match n'est pas dit parce que quand on dit qu'on a besoin de moins de surface, mais on va aussi avoir besoin de dédensifier. Donc, je crois qu'il faut être un peu prudent là-dessus. Mais on a malgré tout une baisse de la demande liée qui est devant nous en raison de la baisse de la conjoncture économique. De l'autre côté, il y a quelque chose qui a été réaffirmé pour très longtemps, c'est le fait qu'on est dans un environnement de taux très bas. Et on a passé une bonne partie de l'année dernière à se poser la question de savoir quand est-ce que les taux allaient remonter. Je pense que la crise du Covid et la réaction en fait des banques centrales a éclairci au moins une chose, parce que le reste est très compliqué, mais a éclairci le fait que l'environnement de taux bas allait perdurer pour une durée indéfinie, et quand on parle de durée indéfinie, on parle largement en années et pas en mois. Donc en fait, on a deux forces un peu contradictoires, des forces baissières qui sont sur la conjoncture économique, et puis des forces haussières qui sont sur le fait que les taux restent très très bas. La résultante des deux, sur toutes les premières négociations que l'on voit, nous font penser qu'en fait les impacts vont être très limités et très 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 contenus, voire
quasiment non mesurable sur l'immobilier, ce qu'on appelle core dans notre jargon, c'est-à-dire l'immobilier loué dans des emplacements de qualité. Alors ça tombe bien, c'est là où on est principalement positionné. On pense qu'il y aura des baisses de valeur dans les secteurs les plus secondaires et dans les biens qui connaissent une inadaptation chronique au marché locatif. Le mot que nous passent les experts est de dire veillez bien sur le locataire, veillez bien sur la pérennité de vos loyers, et c'est comme ça que vous défendrez le mieux la valeur. Donc vous voyez, le tout fait quelque chose de cohérent. Soyons proches des locataires, acceptons de discuter quand il est intelligent de discuter, prolongeons les flux, et c'est comme ça qu'on maintiendra la valeur. Donc c'est véritablement le match qu'on a devant nous. Je rappellerai juste pour terminer là-dessus que la valeur des parts de SCPI, elle est connectée bien entendu à la valeur des immeubles, mais elle ne l'est pas tout à fait directement. Donc on a dans les amplitudes de variation que l'on a en tête sur les expertises, au jour d'aujourd'hui, nous ne voyons pas d'impact direct sur la valeur des parts des SCPI. Ok, bien, super nouvelle. Donc, merci beaucoup, Marc, pour ton temps et ces 30 minutes d'intervention. Je vais maintenant te libérer et profiter justement de ce webinaire pour parler à nos clients de moneyone.fr. Donc, un grand merci, Marc, pour ton temps. Et c'est une première, mais il y en aura sûrement d'autres de tes interventions sur ce format-là. Eh bien, ce sera avec plaisir. Merci et bonne continuation. Merci à toi, Marc.